Bonjour à tous, dernière vidéo sur les vampires. Nous allons regarder aujourd'hui comment le phénomène va se développer sur le XXe siècle, le XXIe siècle. Alors c'est un très vaste sujet, donc je n'en dirai que quelques mots. Nous avons vu dans la précédente vidéo que le vampire au XIXe siècle bénéficie d'une très large audience parce qu'il est récupéré, réutilisé, réécrit par un courant qu'on appelle le courant romantique, qui, même s'il connaît de très grandes difficultés pour s'imposer, va tout de même faire les beaux jours de la littérature française. J'expliquerai cela dans une autre vidéo, qui est le fait que les auteurs romantiques se sont imposés grâce à des modifications très importantes de la presse, en particulier avec la création du roman feuilleton. Et si les auteurs romantiques n'ont pas eu de véritable triomphe dans le domaine qu'ils recherchaient, à savoir le domaine théâtral, il n'empêche qu'ils ont été la première génération, cette génération des auteurs nés en 1800, la première génération qui a eu vraiment une célébrité nationale très très forte. Et ça grâce au développement d'un genre littéraire particulier qui est le roman feuilleton. Donc les auteurs romantiques sont très célèbres. Ils sont très célèbres et les personnages qu'ils ont développés, avec cette caractéristique très grande d'être, comme le disait Victor Hugo, entre ombre et lumière, écartelés entre des passions contraires ou entre des milieux sociaux contraires, ces personnages connaissent une très grande popularité. Le vampire, dans leur sillage, se développe donc, et se développe parfois dans des œuvres parodiques, comme par exemple le vaudeville d'Eugène Scribe qui s'appelle Le Vampire, dans des genres théâtraux parfois inattendus, comme par exemple la pantomime. Nous avons quelques pantomimes vampiriques, comme Pierrot Vampire par exemple, se développe tout de même dans un ensemble de textes qui développent des caractéristiques qui sont convergentes. Le vampire, c'est un homme ou une femme morte qui revient à la vie, qui boit le sang. Ça, c'est le socle hérité de l'Europe centrale. Mais ce vampire, il a les caractéristiques de tous les héros romantiques. À savoir qu'il est à la fois sur la haute société et les bas-fonds. Il s'appellera au début du siècle Lord Ruthven, le comte Ruthven, le comte Dracula à la fin du siècle. Il sera dominateur, il aura une aura, un charisme extrêmement important qui fait qu'il fascinera. Il fascinera tant par son regard, et très souvent les personnages romantiques sont décrits par leur regard. Prenons un exemple, le prince de Gerolstein dans les mystères de Paris d'Eugène Sue a les yeux noirs tant ils sont bleus. Phrase un peu étrange, mais ce qui signifie aussi sa dimension écartelée. Il a les yeux noirs, la noirceur de son âme, mais bleu, bleu aussi parce que c'est le héros et qu'il rend la justice et qu'il a de hautes aspirations. Tous, ou presque, sont décrits par ce regard fascinant. Le vampire aura donc ce regard hypnotique et charismatique. Nous passons donc d'un paysan d'Europe centrale à un aristocrate, plutôt écossais en général, qui voyage en Espagne, en Grèce, en Italie, qui fréquente la haute société et qui domine les créatures secondaires, les loups, les fous, avec Dracula, qui domine
encore les ghouls, des sortes de créatures de seconde zone de l'imaginaire fantastique. On en voit des ghouls, par exemple, dans Les Mille et une nuits. Ce personnage romantique va rejaillir périodiquement, en même temps que le courant romantique va ressurgir. Chaque fois que nous aurons des périodes où on aimera les personnages noirs, les personnages héroïques, mais plutôt tournés vers le mal, eh bien nous aurons réapparition du vampire. Sur le XXe siècle, le texte qui évidemment va le faire dominer les autres personnages fantastiques, c'est Dracula. Dracula de Bram Stoker, donc, 1897. Ce texte qui est un texte d'une grande complexité et d'un grand intérêt. Complexité parce qu'il est écrit sur le principe du roman épistolaire. C'est un roman par lettres. Nous avons une petite dizaine de personnages qui s'écrient, qui écrit des lettres à d'autres personnages, qui enregistrent sur gramophone des impressions. Bref, des personnages qui vont parler du vampire, mais lui-même ne parle pas. Nous n'avons pas d'informations véritables sur ce qu'il veut, si ce n'est ce qu'en disent les autres. Les autres qui, comme par exemple Jonathan, le rencontrent. Mais le vampire n'est pas un personnage qui se met lui-même en scène. N'est pas un personnage que l'on voit agir, décrit par un narrateur omniscient, neutre. On le voit toujours par le regard des autres. Et ce texte va connaître une certaine célébrité, il va surtout connaître une popularité extrême grâce au XXe siècle, au cinéma. Dans les années 1920, Murnau, un cinéaste allemand, décide d'adapter le texte en film, et ça devient le premier film vampirique qui est Nosferatu. Ce Nosferatu, on en a deux autres versions cinématographiques. Il y a dans les années 70, avec Klaus Kinski dans le rôle de Dracula par Werner Herzog, eh bien nous avons une nouvelle version de Nosferatu. Et nous en avons une très brillante version en miroir avec L'ombre du vampire dans les années 90, film sur le tournage du Nosferatu de Murnau, avec Willem Dafoe dans le rôle de l'acteur principal jouant Nosferatu, film qui reprend l'esthétique de ce premier film de Murnau avec un vampire très particulier. C'est Max Schreck qui incarne, premier acteur qui incarne donc Nosferatu Dracula dans ce film des années 1920. Je vous invite à aller chercher sur internet l'apparence de ce premier vampire si caractéristique. Pourquoi Nosferatu? C'est un des noms qui est donné à Dracula dans le roman de Bram Stoker. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que Murnau ne paie pas les droits d'adaptation à Stoker, ne veut pas payer pour adapter le roman, donc il le fait de manière sauvage. Donc il change le nom, au lieu de Dracula, on passe à Nosferatu. Stoker est mort à cette époque-là, mais sa veuve, Florence, elle est toujours vivante. Elle fera interdire le film, détruire les copies. C'est donc parce que quelques copies ont échappé à l'interdiction que nous avons encore ce film. En tout cas, il y a là une apparence très particulière du vampire qui réémergera périodiquement dans la littérature, dans le cinéma. On la trouvera encore cette apparence dans une adaptation de Salem, sous le titre Les Vampires de Salem. C'est un roman de Stephen King, où le vampire a cette apparence très particulière, celle de Max Schreck, celle de Nosferatu.
C'est donc le cinéma qui va repopulariser le vampire au XXe siècle, et le choix, mis à part ce premier film de Murnau, le choix qui sera fait sera tout de même un choix romantique, à savoir de donner comme apparence au vampire une apparence à la fois dégoûtante, avec des yeux injectés de sang, avec une dentition très proéminente parfois, et fascinante. C'est là que s'invente la cape noire et rouge, c'est là que s'invente le nœud papillon, le haut de forme, le smoking. Bon, c'est un aristocrate mondain, c'est un aristocrate assassin. Première salve de films, c'est les années 30, avec Bela Lugosi comme acteur principal. Bela Lugosi a interprété d'abord le rôle à Broadway sous forme de pièce de théâtre, et quand Hollywood s'en empare, eh bien c'est lui qui va, pendant quelques décennies, incarner ce vampire. Une petite anecdote, Bela Lugosi n'a jamais porté de dents, de fausses dents. Les dents du vampire, ce n'est pas quelque chose sur lequel on insistait dans la littérature, pas spécifiquement. Pourquoi ? Parce que aussi au XIXe siècle, c'est une scène qui serait trop érotique que celle qui montrerait une bouche masculine sur une gorge féminine. Donc les vampires boivent du sang, mais c'est une scène qui n'est jamais montrée, ou très rarement montrée. À la rigueur, en 1836, Théophile Gautier montre cette scène-là, mais inversée, c'est une femme qui boit le sang d'un homme, et encore tire-t-elle du sang au moyen d'une aiguille dans la veine de sa victime. Bela Lugosi, le vampire fascinant, le bel homme de cette époque-là. Alors les critères de beauté, c'est très lié au siècle qui passe, aux décennies qui passent, mais il représentait, Bela Lugosi, l'exemple d'un vampire charismatique. Très vite d'ailleurs, les histoires de vampires sont aussi parodiques. Dans La marque du vampire, par exemple, nous avons un principe purement fantastique dans la définition de Tzvetan Todorov, à savoir qu'il y a un vampire qui tue, on le voit partout, mais après enquête, eh bien, on s'aperçoit que c'est plutôt une machination, c'est des acteurs qu'on a embauchés pour jouer les vampires, et c'est Bela Lugosi, acteur, que l'on a engagé pour jouer le vampire. Bon. Bela Lugosi joue donc le rôle de Bela Lugosi jouant un vampire. Dans les années 60, nous avons nouvelle génération, une production nouvelle d'œuvres vampiriques, c'est l'esthétique Bela Lugosi, mais en couleur cette fois-ci, qui va être reprise, c'est Lee, Christopher Lee, qui va incarner pendant lui aussi deux grosses décennies le personnage du vampire, avec cette double dimension aussi de la créature à la fois fascinante et monstrueuse. Une mention spéciale peut-être pour Dracula 73, nous sommes après 68 donc, et ceux qui réveillent Dracula en lui donnant leur sang sont une bande de hippies qui fument de la drogue. Alors le résultat, c'est que Dracula a des hallucinations, puisque à travers leur sang, eh bien, il se trouve lui-même drogué par victime interposée. Les années 90 vont de nouveau développer plutôt cette vision du vampire charismatique. On le voit par exemple dans le choix qui a été fait lorsque les romans de Heinreich ont été adaptés au cinéma. Lestat le vampire et Entretien avec un vampire, c'est Brad Pitt et Tom Cruise qui sont choisis pour incarner les vampires. Antonio Banderas. Donc des acteurs qui ont une certaine aura et puis qui sont quand même réputés pour avoir un physique assez avantageux.
Cependant, avec les années 90, nous allons assister à des phénomènes un peu différents. Nous allons assister à ce qui va être l'évolution du vampire sur le XXIe siècle, à savoir son mélange avec d'autres phénomènes surnaturels. En effet, de moins en moins, le vampire va apparaître comme créature unique d'une œuvre fantastique pour passer un peu dans d'autres choses. Alors évidemment, le roman dont je parlais tout à l'heure d'Anne Rice, qui date de 1976, qui est Entretien avec un vampire, et les suites, les différentes suites, Lestat le vampire, La Reine des damnés, se prête à une évolution sur plusieurs aspects. La première révolution intéressante, c'est que ce sont les vampires qui racontent leur propre histoire. Le personnage héroïque parle donc de lui et se met lui-même en scène. L'histoire se recentre sur le héros vampire et non pas simplement sur le vampire monstre que l'on combat. Donc ça, c'est le premier élément. Ce qui amènera d'ailleurs des vampires un peu pleurnicheurs, un petit peu mécontents, un petit peu marqués par le sentiment très aigu de leur différence. Ils sont entre deux mondes, entre celui des vivants auquel ils aspirent, mais leur statut qui est celui de mort, donc ils sont très éclatés, comme le veut le principe romantique. Mais aussi, une autre évolution liée à ce texte, c'est que les vampires sont nombreux. Ils se cherchent une paternité, ils se cherchent une sociabilité. Et on passe d'œuvres avec un, voire deux, voire un peu de vampires, à véritablement des sociétés vampiriques. Ils fonctionnent par famille, ils fonctionnent par groupe, ils fonctionnent par ensemble. Et là, nous allons voir une évolution qui va surtout émerger au XXIe siècle, donc à partir des années 2000, mais qui est très intéressante. C'est la sortie finalement du vampire d'un principe strictement fantastique. Nous n'aurons plus un phénomène étrange et bizarre dans le monde réel, mais nous allons avoir un monde réel qui est massivement envahi par des phénomènes qui sont des phénomènes étranges. Alors, je pense qu'il faut chercher là trois explications à ce phénomène. Trois explications qui sont dans des champs différents, mais qui ont chacune leur place dans cette analyse. La première explication, c'est le fait que de plus en plus la littérature fantastique va tenir compte d'un phénomène des années 80 qui est l'apparition du jeu de rôle. Le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est un principe ludique dans lequel un individu particulier, qu'on appelle le maître du jeu, propose un cadre avec des événements à un ensemble de joueurs qui vont incarner des personnages. Je suis maître de jeu, vous et vous incarnez soit un vampire, des vampires, plein de vampires, soit un elfe, un hobbit, un humain. Bon, vous incarnez des personnages. Et moi, en tant que maître du jeu, je vous raconte une trame et vous interagissez avec ma trame. Vous décidez d'aller dans un endroit plutôt que dans un autre, d'interroger tel ou tel personnage. Vous avez la maîtrise, finalement, des détails de cette histoire que je vous raconte. Dans les années 80, les livres dont vous êtes le héros étaient une démonstration de cela. Ces univers dans lesquels se passent les jeux de rôle sont généralement adaptés de la littérature. Le premier d'entre eux, par Gary Gygax, c'était Donjons et Dragons, qui était très très marqué par Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais nous avons tiré de Lovecraft un jeu de rôle, nous avons enfin sur tout un ensemble d'imaginaires, la Compagnie des Glaces à partir de la grande série romanesque de
Jean-Jacques Arnaud. Bon, nous avons des univers de toutes sortes. Mais le principe du jeu de rôle, c'est celui finalement de la multiplication des phénomènes. En effet, ce n'est pas une histoire qui dure 3-4 heures dans laquelle nous pourchassons une créature. C'est généralement la multiplication des créatures en relation avec des personnages, héros, des joueurs, qui rencontrent plusieurs créatures successives qu'ils combattent. On se moquait de Donjons et Dragons où il fut un temps, le premier ancêtre des jeux de rôle, en disant que le principe c'était une salle, un monstre, une salle, un monstre. Vous entrez dans une pièce, il y a un monstre, vous vous battez avec lui, vous passez à la pièce qui suit, un monstre, vous vous battez avec lui, bon, etc. Mais donc, quand on parle de vampires, le problème c'est qu'il ne peut pas y en avoir qu'un. C'est au contraire un principe récurrent. Il y a plusieurs vampires qui vont intervenir. Et si vous ne voulez pas que des vampires, eh bien il faut faire intervenir d'autres créatures. Ainsi, ce développement du jeu de rôle sous forme de boîte de jeux ou de livres, qui va donner lieu à une explosion extrêmement importante dans le jeu vidéo, où on aura ce principe du jeu de rôle où on incarne un personnage à qui il arrive des aventures. Et je serais tenté de dire que tous les jeux vidéo, ou presque, sont hérités de ce principe du jeu de rôle, où on a un personnage qui progresse en capacité au fur et à mesure qu'il vit des aventures. Eh bien, ce principe va modifier profondément et l'imaginaire et l'esthétique. Nous ne sommes plus dans un vase clos dans lequel on essaie d'échapper à une créature, nous sommes au contraire dans une suite d'aventures linéaires dans lequel à certains moments on rencontre successivement des créatures monstrueuses. Donc le jeu de rôle a abouti et le jeu vidéo, à un changement d'esthétique de la littérature fantastique par contre-coup, ou du thème du fantastique par contre-coup. Ça, c'est donc le premier phénomène qui, à mon avis, doit être interrogé. Le deuxième phénomène, c'est celui du développement de la télévision. Parce que la série télévisée, elle aussi, pose problème quant à la structure du fantastique. Et d'ailleurs, le principe de la série pose en général problème au récit fantastique. Pourquoi ? Eh bien, celui qui a théorisé véritablement l'écriture du texte fantastique, c'est Edgar Poe, le premier qui l'a théorisé. Et Edgar Poe nous dit que finalement, un texte fantastique, ça se construit par la fin. L'auteur décide de ce qui va se passer à la fin. C'est le moment de la terreur, de la peur, de l'horreur. Bon. Mais remontant en direction du début, pour rendre cette fin compréhensible, l'auteur va semer des indices tout au long de son texte, des indices qui convergent vers une explication surnaturelle du phénomène, tout en posant aussi des indices qui noient le poisson un petit peu, des indices plus rationnels. Le lecteur, commençant le texte du début, eh bien, il va suivre une histoire dans laquelle on lui donnera des informations qui lui diront tantôt ça tire vers le surnaturel, tantôt ça tire vers le rationnel, naturel, rationnel, et puis la fin posera des décisions soit naturelles, soit surnaturelles. Or, ce principe d'écriture fonctionne très très bien, qui sera celui du roman policier aussi, fonctionne très très bien pour une œuvre unique, mais très très mal pour une œuvre en épisode. Celui qui l'a expérimenté peut-être le plus clairement, c'est Howard Philip Lovecraft, qui a tenté une fois de faire, parce qu'il avait une commande, de faire une série d'épisodes sur un personnage unique, Herbert West réanimateur, et c'est raté. Disons-le très clairement, c'est raté. Pourquoi ? Eh bien parce que le principe de l'épisode qui fait apparaître le surnaturel à la fin
ne coïncide pas avec la structure d'une série, parce que soit à la fin de l'épisode il ne s'est rien passé de particulier, et donc le principe de tension est plutôt mal géré, soit au contraire le surnaturel est apparu de manière massive et effrayante. Alors qu'est-ce qu'on dit dans l'épisode qui suit? Et Lovecraft choisira de maintenir la structure de Poe, c'est-à-dire Herbert West ranime des cadavres jusqu'à l'horreur dans l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est de plus en plus horrible, mais c'est de plus en plus répété. Donc cette structure très typique du récit fantastique ne se prête pas à l'écriture feuilletonnée par épisode. Donc la série télévisée, elle devra elle aussi trouver une manière de gérer ce phénomène surnaturel sur lequel on hésite ou pas et qui apparaît comme cœur et centre de la réflexion des personnages. Quel est le statut du surnaturel dans un épisode par rapport aux autres? Et les séries répondent à cela de manière relativement différente les unes par rapport aux autres, mais elles ont quand même une tendance à répondre d'une certaine façon. Donc le premier phénomène, c'est, je crois, celui du jeu de rôle, jeu vidéo. Le deuxième phénomène, c'est celui de la série. Et le troisième phénomène, qui est finalement la conséquence des deux premiers, c'est que le surnaturel va davantage être considéré dans tout un ensemble d'œuvres comme une donnée multiple de notre univers plutôt que comme une donnée unique. Nous avons un certain nombre de périodes qui sont en général des périodes de transformation assez lourdes du monde, de la culture, des périodes au cours desquelles l'univers dans lequel évoluaient les héros et les écrivains eux-mêmes ont été perçus non pas comme stables et rationnels, mais plutôt irrationnels et instables. Par exemple, les années 20, 1920. Sans doute lié à la crise de la fin de la décennie. Mais pendant ces années finissant 20 et 30, nous avons une prolifération des œuvres qui ne montrent plus un monde stable dans lequel un phénomène surnaturel se produit, mais au contraire un monde éclaté dans lequel massivement interviennent des hordes de phénomènes surnaturels. C'est par exemple les comics qui se développent à cette époque-là. C'est ne serait-ce que King Kong, qui date des années 30, 1930, dans lequel il y a certes un singe, mais ce singe, il vit sur une île avec des dinosaures. Donc il y a une poche de surnaturel dans lequel vivent non pas un phénomène, mais des phénomènes multiples surnaturels. C'est l'œuvre de Abraham Merritt, par exemple, toute l'œuvre d'Abraham Merritt, avec le gouffre de la Lune, par exemple, avec des poches dans lesquelles on a accès aux divinités d'Amérique du Sud, où on tombe sur des mondes qui sont entièrement surnaturels. Sur notre planète, il y a une zone, une poche, comme l'île de King Kong, où rien n'est plus normal. C'est par bien des aspects l'œuvre de Howard Lovecraft, Innsmouth. On visite Innsmouth et puis on s'aperçoit qu'à Innsmouth, il y a quelque chose de très très particulier. Je ne dis pas ce que c'est si vous ne connaissez pas le cauchemar d'Innsmouth, qui est sans doute le chef-d'œuvre de Howard Phillips Lovecraft. Donc nous avons, dans cette période-là, sans doute une incompréhension de l'évolution du monde par les individus, qui se traduit en littérature par finalement cette jonction entre un monde réel tel que nous le connaissons, mais aussi un monde qui ressemble davantage à celui du merveilleux, c'est-à-dire avec des peuples entiers de créatures surnaturelles. Et ces deux mondes-là se télescopent.
Dans les années 60, 70, 80, nous allons avoir de nouveau ce même principe-là, avec tout le développement des super-héros. On a un super-héros qui vit à un endroit, mais avec lui, il y a toute une tripotée d'individus qui ont des pouvoirs aussi très très curieux, très très bizarres. Ce n'est pas un phénomène, mais c'est des phénomènes multiples qui se produisent à un endroit précis. Nous avons un individu qui lit dans les pensées, mais un autre qui crache du feu, un autre qui produit de la glace, un troisième qui va avoir des griffes qui poussent. Enfin, bon, c'est les X-Men. Nous avons non pas un phénomène unique, mais des phénomènes multiples. De cela, j'en déduis une chose, c'est que le principe fantastique, à certains moments, a plus tendu vers le merveilleux que vers le fantastique à proprement parler, un phénomène unique dans un monde réel. Et le vampire va connaître tout à fait cette évolution-là. Au lieu de le faire apparaître uniquement, on va le faire paraître massivement. Ainsi, si je prends un film comme Underworld, 1, 2 et 3, eh bien nous avons dans les égouts new-yorkais un peuple de loups-garous qui combat un peuple de vampires. Ce n'est pas un Dracula qui arrive à Londres, c'est des peuples souterrains qui s'opposent. Si je poursuis un petit peu dans cette lignée-là, nous avons un Van Helsing, par exemple, qui est très très étrange et très intéressant, dans lequel, c'est l'épisode d'ouverture, Van Helsing, qui dans Dracula est l'ennemi du vampire et qui le pourchasse. Eh bien, dans l'épisode initial, Van Helsing s'attaque au Dr Jekyll et à Mr Hyde. Puis il va rencontrer Frankenstein. Puis il va rencontrer des vampires, Dracula, mais aussi des loups-garous. Bref, tous les phénomènes vampiriques se trouvent sur son chemin, les uns après les autres, comme je disais tout à l'heure, que dans un scénario de jeu de rôle, on a des créatures successives qui se succèdent. Nous avons un film très étrange aussi, qui est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, avec Sean Connery. Et dans ce film, Dorian Gray, celui du portrait de Dorian Gray, rencontre le capitaine Nemo, celui de 20 milieux sous les mers, qui rencontre un vampire, qui rencontre Alan Quatermain, enfin tout un ensemble de héros qui se trouvent réunis à un moment donné unique. On ne peut plus faire un film sur un vampire, on fait des films sur des vampires. Rodriguez a fait d'ailleurs avec Une nuit en enfer, avait fait débarquer les vampires, les héros, dans une pyramide aztèque transformée en café pour routier dans lequel un peuple de vampires vivait. Bon, ce n'est plus un phénomène unique, c'est un phénomène multiple et massif. Et ça, c'est, je crois, tout de même très marquant sur cette décennie 2000 et encore aujourd'hui, cette transformation du phénomène vampirique. Deux autres sujets que je voudrais aborder encore dans cette vidéo, c'est maintenant la popularisation du phénomène dans une littérature très inattendue, qui est la littérature pour la jeunesse. Alors, ce qu'on appelle la littérature de jeunesse, c'est plutôt pour l'école primaire, voire le collège. Même si maintenant il nous ferait plutôt sourire, les films avec Bela Lugosi dans les années 30 faisaient peur. Christopher Lee dans les années 60 faisait très peur, à cause de la couleur, en plus. Les vampires dans la littérature de jeunesse, pour l'école primaire par exemple, certes, ils font un peu peur, mais leur objet n'est pas là. Et la force du personnage du vampire, c'est aussi d'arriver à se faire réécrire, à se transformer,
à arriver à dire quelque chose de nouveau à plusieurs générations. Ce à quoi nous avons assisté avec l'entrée du vampire dans la littérature de jeunesse, c'est un phénomène tout simple, c'est le fait que le vampire était associé à un certain nombre de thématiques et que ces thématiques sont devenues centrales pour un enjeu d'éducation qui est certains phénomènes qui se passent à l'école primaire. Alors je veux parler de quoi? Eh bien de deux caractéristiques essentielles du vampire, qui est un, son étrangeté, et deux, sa dentition. Alors le plus simple, c'est sa dentition. Le vampire, il a deux grandes dents qui servent à mordre. Bon. Certains films d'ailleurs s'amusent avec cela. J'ai parlé du Nosferatu de Herzog dans les années 70. Les dents qui poussent, c'est les deux dents de devant, comme un lapin. Si vous regardez Vampire, vous avez dit Vampire des années 70, américain, eh bien vous verrez que les vampires ont des dents qui partent un peu dans tous les sens. C'est une gueule tout à fait étrange. Bon, théoriquement, c'est deux dents qui poussent et qui servent à percer la peau pour boire le sang, les veines. Eh bien oui, qu'est-ce qui vous arrive à l'école primaire? Eh bien, vous perdez vos dents. Un enfant qui perd ses dents de lait, il lui arrive un phénomène particulier. Et ce phénomène, c'est la petite souris qui est censée gérer cette histoire de perte de dents. Mais quand on regarde la littérature pour les enfants et tous les albums, soit c'est la petite souris qui prend en charge l'explication de ce phénomène, soit c'est les lapins. Les lapins aussi, ils ont une caractéristique dentaire tout à fait. Soit c'est les vampires. Les auteurs se sont servis du vampire pour parler de ce phénomène typique de l'école primaire, de l'âge où on est à l'école primaire, qui est la perte des dents. Deuxième phénomène typique, c'est celui de l'étrangeté. Dans la classe telle que nous sommes arrive un étranger, un enfant qui est différent. C'est la thématique du handicap, l'école inclusive. De l'étranger parce qu'il parle une autre langue, parce qu'il vient d'un autre pays. C'est la thématique de l'immigration. Parce qu'il fuit un pays en guerre. C'est la thématique liée à l'évolution actuelle de notre monde. Donc comment dans cette classe intégrer ce petit nouveau? Eh bien, pour parler de ce sujet-là, les fantômes ou les vampires sont très souvent utilisés par les auteurs. Dans la classe arrive un fantôme. Dans la classe arrive un vampire. Et ce vampire, eh bien, il incarne l'étranger, le bizarre, celui qu'on rejette instinctivement, mais dans un second temps, on s'aperçoit que c'est un élève comme un autre. Il est donc intégré, ce vampire, dans le groupe classe. Si je devais parler d'une troisième thématique liée à la littérature de jeunesse, ce serait tout simplement la peur du noir en particulier. Le vampire vit la nuit, les enfants ont peur du noir, et on va créer des histoires autour desquelles le jeune élève vampire va faire des cauchemars parce qu'il a peur du noir. Alors un vampire qui a peur du noir, c'est tout à fait ridicule, donc ça permet de déréaliser le phénomène. Donc le vampire, au XXIe siècle, il a su se trouver un nouveau champ, qui est le champ de la littérature et des albums pour l'école primaire, pour la jeunesse, qui lui a permis d'entrer pleinement dans une autre sphère de l'imaginaire. Il a gardé ses caractéristiques, le bizarre, l'étranger, les dents, le noir. Il a perdu le sang, en général, comme caractéristique, mais il a gardé son aspect avec le costume, le chapeau, la cape. Il a su conquérir un nouveau territoire. Et puis il y a un dernier phénomène, donc un phénomène littérature de jeunesse. Il y a un dernier phénomène sur lequel je voudrais insister, c'est l'arrivée dans les œuvres pour adolescents du vampire.
la prolifération des œuvres mettant en scène les vampires dans les romans pour ados ou les films pour ados est sidérante, tout à fait sidérante. Un des grands succès du XXIe siècle, c'est Twilight. Et ce Twilight montre l'adolescente et le vampire. Alors pourquoi? Pourquoi et sous quelles caractéristiques? Eh bien, peut-être que le vampire est en train de redevenir un mythe, c'est-à-dire une histoire qui explique quelque chose du réel. La grande caractéristique de ces œuvres, d'abord, c'est d'avoir fait perdre au vampire sa dimension romantique. Plus de cape, plus de chapeau, plus de canne, plus de château. Le vampire s'est noyé dans la population. C'est un adolescent. Alors il a peut-être 300 ans, 400 ans, mais c'est un adolescent. Il est donc au lycée. Dans Twilight, on atteint le sommet de l'absurdité, puisqu'ils sont immortels. Et en quoi, comment passent-ils leur immortalité, ces vampires? Eh bien, en passant le bac. Ils s'inscrivent au lycée, 3 années, le bac, ils changent de ville, s'inscrivent au lycée, 3 années, le bac, et ils font ça tout le temps. La jeune héroïne qui vient chez Édouard le vampire constate qu'il y a des chapeaux de gradués, c'est-à-dire de titulaires du bac, plein les murs. Oui, il l'a 36 fois le bac. Ridicule. Il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est cette idée que le vampire est une créature scolaire. On voit ça dans le grand feuilleton, peut-être 200 épisodes, d'Amérique du Sud qui s'appelle Chica Vampiro. Dans l'école, il y a un groupe d'élèves qui sont vampires, personne ne le sait, et puis il y a un groupe d'élèves qui sont normaux. Et les deux coexistent, cohabitent. Il leur arrive des affaires, les uns avec les autres. Alors, pourquoi le vampire est-il devenu un adolescent de l'école? Eh bien parce que justement, peut-être que ce vampire est devenu un mythe, c'est-à-dire une histoire qui permet d'expliquer aux adolescents quelque chose. Mais alors quoi? Eh bien, plusieurs éléments qui sont liés stricto sensu à la transformation, aux transformations liées à l'adolescence. Qu'est-ce qui vous arrive à l'adolescence? Vous avez le corps qui change. Eh bien, nos vampires, ils ont par définition le corps qui change. Les dents qui poussent ou qui ne poussent pas, qui se rétractent. Ils sont plus ou moins poilus. Ils sont plus ou moins effrayants ou séduisants. Ils ont un corps très problématique. Et donc l'histoire de vampire, ça montre à l'adolescent une sorte d'image, miroir, de ce que lui-même, en tant qu'adolescent, est en train de connaître. Le deuxième élément, c'est celui de l'altérité amoureuse. Adolescence, les émois amoureux. Mais face à une autre créature qui est un autre ou une autre élève, dont on a peur, dont vis-à-vis duquel il y a un certain mystère, qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il m'a remarqué, est-ce qu'elle m'a remarqué, est-ce que... étrangeté. Et donc ce vampire qui arrive dans la classe, eh bien il suscite l'interrogation, la bizarrerie, la fascination, l'amour, mais aussi la peur. Est-ce que je vais lui dire à ce vampire ce que je pense d'elle ou de lui? Donc les émois amoureux se trouvent transférés sur la relation qu'éprouve la jeune humaine vis-à-vis du jeune vampire, ou de la jeune vampire vis-à-vis du jeune humain. Les histoires de vampires lycéens, ça permet de parler des émois amoureux de l'adolescence. Et puis par extension, ça permet aussi de parler de tout ce qui relève de la perturbation ou des centres d'intérêt de ce que sont la période adolescente. Nos vampires, ils vont faire du rock, ils vont faire de la musique avec des guitares électriques. Nos vampires, ils vont boire de l'alcool, ils vont faire de la moto. Crépuscule des vampires, par exemple. Nos vampires, eh bien, ils vont avoir une vie d'adolescent que l'on veut plus ou moins normale,
l'héroïne de Twilight, par exemple, lorsqu'elle arrivera chez Edward, elle s'apercevra d'une chose très importante, c'est qu'il n'a pas de lit. Il ne dort pas. Et donc ça provoquera chez elle une certaine surprise. Mais voilà, bon, il y a une centration autour du sujet, du monde, de la chambre adolescente. Le vampire, eh bien, il a une chambre, ou alors l'histoire vampirique permet de développer cette idée d'un univers très spécifique, très spécial, appartenant à l'adolescent. Dracula, il avait un château en ruine avec un immense escalier. Dans tous les films de vampires, à un moment donné, il descend son immense, ou il monte son immense escalier avec un lustre. Bon ben là, le vampire, il vit dans une chambre. C'est aussi donc la question des ébats amoureux et celle de l'homosexualité qui rejaillit, fidèle au grand principe de ce qu'a été au XVIIe et XVIIIe siècle la littérature fantastique. Les émois amoureux, ben, c'est aussi les émois vis-à-vis du sexe opposé, mais aussi du même sexe. Lust for a Vampire, par exemple, film britannique, eh bien, les vampires femmes ont une certaine tendance à l'homosexualité. Les prédateurs, Catherine Deneuve, David Bowie, dans le rôle des vampires, ils sont aussi homosexuels. Entretien avec un vampire sont aussi homosexuels. Et là, ce sont des œuvres des années 70 que je prends. Donc la thématique de l'homosexualité et du vampire est elle aussi ancienne. Mais enfin, la question rejaillit, c'est de la sexualité adolescente dans ces œuvres modernes. Alors, pour conclure, le vampire donc a su, à travers la télévision, les séries télévisées, à travers le cinéma, rebondir et rejaillir sur ces genres traditionnels, le roman, conquérir de nouveaux domaines, la bande dessinée, je n'en ai pas parlé, mais de Olivier Ledroit, Requiem, ça vaut tout de même le coup d'œil. C'est sans doute le grand chef-d'œuvre graphique des œuvres vampiriques, de la bande dessinée en général, mais des œuvres vampiriques tout de même aussi. La littérature de jeunesse, les albums de jeunesse et le jeu vidéo, bien sûr. Il a su rebondir, ce vampire, en changeant parfois ses caractéristiques, en se trouvant de nouvelles thématiques plus en phase avec les différentes époques, mais il a su rester un des personnages, si ce n'est le personnage central, de la littérature fantastique. Avec, sur le XXIe siècle, rappelons-le, une confrontation avec ce qui relèverait plutôt du merveilleux. Le vampire fonctionne en bande, en groupe, en famille, en peuple entier, et avec un tropisme, c'est-à-dire une direction globale qu'il prend, plus directement en direction de l'adolescence qu'en direction des adultes, comme théoriquement la littérature fantastique était. Bien, au revoir à tous.